Salut, bienvenue dans le Dropcast, c'est le premier épisode et aujourd'hui on va parler de rugby, mais surtout de rugby dans l'hémisphère sud. On va parler du Super Rugby, des All Blacks, des Wallabies, des Springboks, bref, et surtout on va bien préparer, c'est cette Coupe du Monde 2027 qui va commencer en Australie. Et comment on va bien se préparer? En prenant l'avion et en étant sur place à partir du 5 juillet jusqu'à la Coupe du Monde. Et aujourd'hui, je suis avec mon pote Clément. Clément, comment ça va? Ça va très bien. Ouais. Alors, tout de suite, pour les gens, c'est toi qui pars. Alors c'est moi qui pars, Clément il... J'essaierai de venir un peu plus tard, on verra en Nouvelle-Zélande, en Australie, mais pas sûr du tout encore. Mais ouais. Bon, ça n'empêche que pour se présenter rapidement, parce qu'on espère vous retrouver chaque semaine, nous on est deux gars qui viennent du Nord, deux journalistes, et on a quelque chose en commun, c'est le Drop, le Douai Rugby Olympique, club où on a commencé, et on a découvert le rugby, et c'est devenu peu à peu notre passion. Et voilà, et aujourd'hui, en tant que journaliste, on essaye de parler de ce sport, de cette passion et de bosser là-dessus le mieux possible. Ouais, on essaye d'en vivre. Toi, ça va, moi un peu moins, mais en tout cas, c'est plaisant de se retrouver pour parler rugby autour de ce Dropcast. Donc voilà, l'aventure commence maintenant. Au programme, 13e journée, donc à l'heure où on parle, il y a déjà eu 2 matchs qui se sont disputés, notamment un Crusaders Blues, donc ça c'est les matchs de haut tableau, à Christchurch, je sais pas le dire. Ouais, Christchurch peut-être. Avec un accent anglais, c'est plus facile à prononcer ça, en fait, c'est notre accent français qui bloque. Donc victoire des Crusaders, 36-20. Gros match et surtout petite histoire dans le match, on va parler de George Bower. Ouais, le pilier gauche néo-zélandais, 100e match de Super Rugby, premier essai seulement. Après son match, il joue pilier, c'est pas son rôle aussi. Lui, mais déjà, il a été honoré au début du match, il y a eu plein de petits trucs autour de lui et l'anecdote elle est sympa. Il marque un vrai essai de pilier, essai de 20 cm entre des types là et la joie sur son visage, c'est quand même assez ouf. Et il était intéressant ce match parce que c'est deux équipes qui vont quand même se retrouver, qui se sont retrouvées l'an dernier déjà. On sait pas dire, mais bon, c'est vrai que les Crusaders, ils ont vraiment cette espèce de... On en parlait un peu avant, c'est la victoire, quoi. Ouais, d'ADN de la victoire, c'est les champions en titre. Et puis c'est vrai que là, c'est une saison, sur le papier, ils sont 3e ou 4e au classement, 3e, je crois, avec la victoire qui est un peu... Voilà, un peu comme l'an passé, on les voit pas trop venir, ils perdent des matchs importants parfois contre les autres grosses équipes néo-zélandaises, et puis finalement ils sont toujours là. Et quand ça compte, là, par exemple ils ont les Blues à jouer à domicile ce matin, et puis ils les battent avec quelques joueurs qui sont quand même d'un niveau plus qu'international. Bon, George Bower c'est pas forcément titulaire chez les All Blacks, mais il y en a d'autres qui sont titulaires. Ils ont 2 jeunes 10 comme Rayana et Camara, pardon. Ça peut être une équipe un peu poil à gratter, épouvantail pour cette fin de saison, c'est intéressant. Et chez les Blues, c'est quand même une mauvaise option parce que, en fait, avec une victoire, ils pouvaient reprendre la 2e place aux Chiefs. Et là, ils sont toujours à 2 points et les Chiefs n'ont pas encore... ont joué leur match contre les Reds, ont gagné, et du coup, là, l'écart, il est de 2 points, mais on sait que les 2 premières places, et d'ailleurs, sont importantes. D'ailleurs, on passe au match d'après, ça se passe à Brisbane, chez les Reds, qui ont affronté, du coup, les Chiefs. Bon, match, victoire des Chiefs de 10 points, 31-21, et retour d'un gros joueur, un All Black, Wallace Titi, grosse performance. Ouais, 2 essais. Il y avait déjà mis l'essai de la victoire contre les Hurricanes il y a 2 semaines, je crois, de ça, dans le Golden Score, le tir au but en or. C'est les seuls à faire ça dans le monde, c'est magnifique. En récupérant, je sais pas si les gens s'en souviendront ou toi, mais une pénalité sur le poteau pour aller marquer en dessous, c'est en dessous des perches. Et ouais, c'est un petit peu un facteur X, c'est un jeune joueur, il a 24 ans je crois de tête, numéro 8, voire numéro 6 parfois sous Hamilton chez All Blacks, mais là il marque 2 essais et cette équipe des Chiefs, elle est je crois sur 6 victoires ou 7 victoires d'affilée, il faudra confirmer les chiffres, là j'avoue qu'on pourra regarder plus tard, mais c'est au moins leur 6e victoire d'affilée. Ils avaient perdu en finale l'an passé contre les Crusaders, alors qu'ils avaient fini premier la saison régulière. Ça va être, faudra voir ce que ça donne pour les phases finales. On rappelle que les 6 premiers se qualifient, jouent en barrage, donc les 6 équipes entre elles. Les 3 gagnants vont en demi-finale et le meilleur perdant est le 4e demi-finaliste.
Donc voilà, toutes ces équipes-là. C'est un peu compliqué ça, on essaiera d'expliquer un peu plus en détail. Moi, les Chiefs, honnêtement, j'ai envie d'en faire un peu mon petit favori pour le titre. Mais je pense que le cœur parle aussi pour Damian McKenzie, qui est le joueur que j'adore forcément. Mais bon, je me dis qu'il commence à mériter. Et puis voilà, les Crusaders, là, s'ils n'avaient pas gagné aujourd'hui, bon bah... Peut-être qu'ils seraient... non, d'ailleurs, ils seraient 5e, en tout cas à égalité de points avec les Reds, qui eux sont 5e. Donc je sais pas, j'ai l'impression que c'est l'année ou jamais pour prendre les Crusaders. Évidemment, il n'y a plus Robertson, quelques internationaux en moins. Ouais, ça peut peut-être se faire, mais bon. Par contre, ce qui est drôle, c'est que finalement, on dit ça presque chaque année depuis que Robertson est parti, et puis c'est quand même les tenants du titre. C'est vrai que je suis pas convaincu qu'un grand nombre d'observateurs voyaient les Crusaders champions l'an passé. Moi, j'en faisais pas partie du tout. Et puis voilà, après, il faudra aussi peut-être compter sur les Blues, qui sont toujours un peu une équipe avec pas mal d'expérience. Boyden Barrett, Sotutu, qui aimerait bien. Et est-ce qu'ils peuvent pas avoir aussi, certaines équipes ont ça, le supplément d'âme par rapport à leur coéquipier là qui a été atteint d'un cancer avec toutes les teintures blondes et tout, c'est aussi, alors c'est des événements super tragiques, mais ça te soude le groupe et ça t'amène quelque chose pour aller chercher un titre. Il y a de ça, et puis il y aura aussi les Hurricanes aussi, qui jouent peut-être le meilleur rugby offensivement, avec une ligne de 3/4 qui a un délire total, que certains aimeraient bien avoir, le 9, 10, 12, Kyle Roygaard, Ruben Love et Jordy Barrett, que les gens aimeraient peut-être voir tous titulaires sous le maillot noir. Avec le maillot noir, ouais. Voilà. Ouais, bien sûr. Et eux, c'est quand même... En tout cas, encore une belle année pour les franchises australiennes. ça, c'est de quoi te faire pleurer. Ouais, un peu, mais bon, des fois, j'aimerais bien voir... Moi, mes premiers souvenirs de Super Rugby, tu parles, c'est le titre des Reds en 2011, peut-être. Avec Monsieur Quade Cooper. Avec Quade Cooper et Will Gagnon. Oh là là, c'était incroyable. Les espèces de feintes de passe là qui feintaient même le caméraman. Ouais. Parce que si je dis pas de bêtises, le dernier titre d'une franchise hors néo-zélandais, je crois que c'est les Waratahs et c'est genre 2016 ou 2015, c'est avec Michael Hooper. C'est ça, Bernard Foley, exactement. À domicile dans leur stade. Je crois qu'il y a même Israel Follow à l'arrière, il y a Adam Ashley Cooper. C'est ça, une grosse équipe. C'était il y a super longtemps. C'était contre les Crusaders. Exactement. Si toujours. Oui, le problème pour ces franchises australiennes dans le Super Rugby, en tout cas cette édition, c'est que les Brumbies, qui étaient la grosse équipe australienne, on va dire l'an passé, ils sont un petit peu. C'est un petit peu les montagnes russes cette saison. Et là, ils viennent de retrouver Tom Wright, l'arrière. Mais ils ont perdu des matchs à domicile qu'ils auraient dû normalement remporter. Et puis, ils ont aussi perdu leur numéro 10, le Noah Lolesio, qui est parti au Japon, si je ne m'abuse, pardon. Et ça tourne. Mais Charlie Cale, super numéro 8, fantastique, très coureur. Le grand, grand blond. Bon, il a les cheveux coupés courts. Lui, il s'est blessé. Donc il raménage aussi un peu tout ça. Ça rame un peu, comme beaucoup. On a un maillot qui s'est fait la malle. Chute à l'arrière du peloton. Bon, on le ramassera plus tard. Les Brumbies d'ailleurs, qui vont jouer, alors ce sera à l'heure où on se parle, demain matin, qui vont jouer la Western Force. Bon, alors ça c'est du match de Ventremou, de chez Ventremou, mais il y a quand même un intérêt pour les Brumbies. C'est que derrière, il y a les Waratahs et les Highlanders à 5 points. Qui eux vont se jouer et ça va être un match important parce qu'en fait on a du mal à voir les Highlanders peut-être pas se qualifier. Bon, tu me diras, ce sera la seule équipe néo-zélandaise qui se qualifie pas, c'est pas non plus un drame, mais bon, ça va être un match assez important pour eux parce que je pense que là celui qui perd le match est complètement largué pour les phases qualificatives. Toi, tu vois un peu comment ces deux équipes, ça monte, ça descend. Ouais, c'est ça, c'est vraiment deux équipes qui sont capable du bon comme du meilleur, quoi. Les Waratahs, je les place quand même en dessous. Et les Highlanders, c'est un peu spécifique, c'est qu'ils ont des joueurs assez géniaux comme Caleb Tanguy-Tao, ailier d'origine tongienne, si je ne m'abuse. Des joueurs assez solides. Là, il y a le petit Aaron Lennox en demi-mêlée qui peut aussi jouer un peu sur l'aile les fins de match, qui est quelqu'un avec beaucoup de gaz, assez fin. Ils ont un pack qui manque peut-être un peu de puissance. Qui va d'ailleurs retrouver Shannon Frizzle en prenant du Japon l'an prochain, mais c'est la 4e. Si on veut, même la 5e. Derrière les Crusaders, les Blues, les Hurricanes et les Chiefs, c'est vraiment un peu le petit père, c'est le petit mauvais frère élève. Pauvre. C'est ça. Mais à domicile, les Highlanders, je les donne quand même plutôt vainqueurs. Et puis après, les Waratahs. Avec Joseph Akuso Swali, Max Jorgensen sur un match. Exact.
Mais le gagnant ou le perdant, c'est sûr que ça va jouer parce que derrière il reste que quelques journées jusqu'à la fin de la saison régulière, donc ça va être un peu un match à qui tout double pour ces deux franchises qui sont à 5 points derrière les places qualificatives. Alors moins bonne franchise néo-zélandaise, par contre peut-être le logo le plus stylé. Super Rugby je pense avec le Highlanders comme ça. Ouais, bien sûr. Et puis moi j'avoue. Les Hurricanes après très stylé aussi le logo, mais Highlanders. Et après moi j'avoue aussi mon stade préféré, le Forsyth Bar Stadium. Forsyth c'est sûr. Ok, ouais. C'est ce stade qui est sous un genre de verrière. Qui est assez sympa, où les Français ont joué leur test match contre les All Blacks l'été dernier, le premier si je ne m'abuse. Et c'est un beau stade, avec toute une tribune derrière un des deux buts très très jeune. Ouais. Où à chaque fois ils font des gros plans et au mètre carré, il y a que des adolescents mais qui sont là pour mettre l'ambiance. Et au moins ce stade est plus ou moins rempli par rapport à d'autres. Voilà, ça fait aussi partie. Ça, on aura l'occasion de reparler des stades dans Super Rugby qui sont un peu une énigme. Hein. Des fois des stades de 80 000 personnes avec 12 pélos. Ouais. Mais bon, nous au moins on est devant la télé, on regarde aussi. Et ensuite, le dernier match de la journée, là, je pense que ça fera pas de surprise. Et encore que c'est les leaders solides, les Hurricanes, qui partent jouer contre les Moana Pacifica, qui vont malheureusement disparaître, qui était la franchise peut-être l'an dernier, la plus séduisante. Moi j'adorais le maillot, la hype Hardy Savea, le projet était ouf. L'identité aussi, bien évidemment. Ouais, l'identité était dingue, mais bon, voilà, le premier contre le dernier. Malheureusement, pour les Pacifica, là, la saison, elle est plus que longue. 4 points, une victoire. Ouais, et puis une extinction à venir, faute de sponsor principal qui poursuit l'aventure avec eux. C'est un sponsor médical, c'est un agglomérat c'est une entreprise autour de la santé qui est quasiment le budget, c'était les mécènes. Et ils perdent trop de sous et c'est dommage parce que c'est une équipe chouette qui a beaucoup d'identité. Il y a eu, que ce soit dans l'équipe par Karim Ben Ismail ou sur d'autres médias, pas mal de choses dites à propos des Moana Pacifica qui est un peu une franchise néo-zélandaise dont on ne dit pas le nom, mais auquel les Highlanders, les gens d'origine des îles, Samoa, les Tongiens, tout ça, s'identifient beaucoup. Exactement. Dans un pays où il y a beaucoup de gens de ces origines. C'est malheureux, mais c'est peut-être l'équipe la plus populaire au final. Ouais. Et c'est celle qui disparaît faute de moyens. Puis c'est sûr qu'ils vont affronter les Hurricanes, qui font un petit peu tourner, mais qui font tourner à la Hurricanes. Voilà, c'est ça. Donc ça reste plus que costaud. Ça risque d'être déséquilibré au moins en seconde partie de match. On verra après, on sait jamais. Ouais, voilà, la ligne de 3/4 chez les Hurricanes, solide de chez solide. De toute façon, là, c'est toute l'équipe qui se régale. Donc voilà, ce sera ça le programme pour cette 13e journée de Super Rugby. On a hâte de suivre ça. Évidemment, on va passer aux actus. Bon, alors là, c'est des actus très branchés transfert, parce que Hardy Savea, le vrai capitaine de All Black. Ouais, dans l'idée, Scott Barrett. Joueur aussi avec une certaine identité, qui représente l'ensemble de la Nouvelle-Zélande et qui d'ailleurs, on verra s'il est nommé capitaine par Dave Rennie, qui lui aussi est d'origine maori. J'ai plus le pays d'origine exact pour Dave Rennie, le nouveau sélectionneur en remplacement de Scott Robertson, mais c'est vrai qu'Hardy Savea, oui, qui va donc revenir. Probablement. Il était au Japon là pendant un an, ancien joueur des Moana Pacifica pour le coup. C'est ça, ouais. Et donc, évidemment, on se doute que les franchises vont se bousculer pour le prendre. On a l'impression qu'il y a 3 prétendants qui vont se dégager. Les Blues, qui sont quand même de plus en plus ambitieux dans leur recrutement et qui perdent Dalton Papali. Ouais, et Sotutu en 8 aussi. Sotutu en 8, donc là, il a une place au soleil. Les Hurricanes, il retourne chez lui. La belle vie, la belle histoire. Et après, la dernière franchise, c'est les Crusaders. Donc, à voir. Forcément, je pense que les Crusaders, ça peut être séduisant parce que t'es quasiment la certitude de prendre le titre une année sur 2. Ouais, c'est ça. Et puis, j'avais commencé ma phrase avec un petit probablement. Les dernières infos, j'ai eu probablement les Crusaders. Mais bon, après, ça reste des transferts. Et puis, ils négocient quasiment en même temps avec la fédération les franchises, le système néo-zélandais. C'est ça, ouais. Peut-être qu'il y aura aussi... c'est peut-être pas non plus comme en Irlande où parfois on bouge des joueurs de province pour qu'ils jouent plus pour l'équipe nationale. C'est ça. Mais ce serait intéressant et quel que soit le club, c'est quand même une plus-value et c'est un titulaire, un starter, voilà.
C'est indiscutable. Il Aujourd'hui, il n'y a commence pas dans le 15, une équipe, une sélection où c'est pas lui le titulaire à ce poste, que ce soit en 7 ou en 8. En plus, hein, il couvre les deux postes comme il faut. Ouais, c'est ça. Quand il est élu meilleur joueur du monde, après la Coupe du Monde 2023, c'est en tant que numéro 8. Ouais, alors c'est que ça. de base, c'est un numéro 7. Mais c'est un mec qui, comment dire, peut-être qu'il joue pas assez au poste de numéro 8, mais qui pourrait un peu, comment dire, remplacer dans l'imaginaire du 8 parfait un gars comme Sergio Parisse, parce que il joue au pied, technique, c'est rapide. un peu tout faire, ouais. C'est impressionnant. Il y a moi, je regardais pas mal l'an dernier là chez les Pacifica, mais mettez des essais de fou là, et coups de pied à suivre et tout. Il se fait des petits jalibers, des chest ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Ça veut rien dire. Non, c'est un joueur incroyable. Et par exemple, s'il va chez les Crusaders, il retrouvera un autre joueur hybride comme Leicester Fenganuku. S'il va chez les Canes, il y a toujours Kirifi. Même s'ils vont perdre d'autres joueurs. Bien sûr. Yossé, ça veut rien dire. En parlant de joueurs qui vont perdre, hein, il est aux Hurricanes, c'est Devon Flanders. Troisième ligne, super prometteur. Peut-être pas parler de boycott des All Blacks, mais en tout cas, il sera pas sélectionnable pour la Coupe du Monde parce que lui, il a fait le choix du Japon. Bon, c'est un choix un peu étonnant. Ouais, parce qu'il fait une super saison et je sais pas s'il est dans les plans de Dave Rennie, parce qu'il y a quand même du monde en troisième ligne chez All Blacks. On parlait des Crusaders d'ailleurs pour sa VA, il y a aussi Liol Willy en 8 ou en 6, donc voilà, c'est vrai que c'est comme un Tetris, faut que tout ça s'imbrique. Et puis pour battre Dave Flanders, je pense qu'il s'est peut-être dit il y a quand même du monde, même si c'est vrai qu'il fait la saison de sa vie, c'est un des chouchous du public chez les Hurricanes. Et ouais, il choisit d'aller au Japon, c'est peut-être aussi une question d'émolument, de salaire bien évidemment. Et c'est sûr que pour Flanders, ça risque de se boucher, à voir s'il était dans... Voilà, comme tu l'as dit. Est-ce qu'on parle de boycott parce que est-ce qu'il lui-même se disait, bon... Voilà, je vais être un All Black. Ouais, c'est peut-être compliqué. Parce qu'après, bon, la marche est dure à passer quand même. Et un qui a été All Black pour le coup et qui là va moins l'être, c'est Dalton Papali. Hein. Ça fait longtemps, on sait qu'il va au Castres Olympique. Merci. Ouais. C'est son club. Ouais, bon, ça c'est chez moi. Mais non, Papali en fait, il part aussi parce que il a des problèmes avec Scott Robertson. Il vire Robertson. Est-ce que c'est pas le genre de joueur qui va pas rompre son contrat, mais peut-être faire une pige un peu plus rapide en top 14 que prévu et vite revenir pour essayer d'être dans le squad? C'est un peu toujours des questions que les mecs se posent, mais en tout cas, je trouve que ce changement de sélectionneur, il va laisser plus de traces que prévu. Est-ce que ça va être en bien ou en mal? Ça peut rebattre les cartes. Il y a aussi des joueurs qui vont revenir du Japon, comme Richie Munga, pour espérer faire cette Coupe du Monde 2027, mais c'est sûr que... Reiko Ioane qui va revenir du Leinster. Oui, du Leinster aussi. C'est pas pour jouer à l'aile ou pas. C'est vrai que les All Blacks ont quand même quelques postes où il leur manque des joueurs. C'est vrai qu'un ailier gauche, un numéro 11, ils n'en ont pas forcément... Et il y a aussi un truc, moi, qui... Je vais pas dire que ça me rend dingue, mais le fait que Mackenzie n'arrive pas à s'imposer à ce poste de numéro 10 aussi, non mais je trouve ça dingue. Bien sûr, le mec, il arrache tout le monde tous les week-ends. Et alors c'est quoi, trop de pression? Est-ce qu'il lui laisse vraiment sa chance? Ouais, et puis peut-être que le niveau de Super Rugby est... il est inférieur au niveau international. Munga, il se loupe jamais, hein, dès qu'il a le numéro 10 avec la fougère. Ouais, et puis si c'est pas Munga, c'est Boyden Barrett qui reste peut-être leur meilleure option alors qu'il a 30 ans passés largement révolus. Non, mais Papali, c'est pareil. Dans l'idée, c'était peut-être le numéro 6 titulaire. Si on met, je sais pas si Titi en 8 et Savea en 7 ou d'autres, hein. Il y a aussi Peter Lackey qui peut jouer 7 ou 8 qui est super bon, mais c'est vrai qu'il a jamais eu sa chance à 150% avec Robertson, alors que je pense que ça devait être la troisième roue du carrosse en troisième ligne, donc il part au Castres Olympique, il va aussi découvrir un autre rugby. C'est à peu près le même paysage, hein, le Tard et la Nouvelle-Zélande, Bon, écoute, il va s'éclater, il va retrouver Jack Godiou avec qui il a dû jouer aussi. Je sais pas s'ils ont des sélections ensemble, peut-être. C'est des sélections probablement, ouais. C'est possible qu'ils se soient croisés. Quelques-unes, ouais. En tout cas, il sera bien accueilli. Dans une belle troisième ligne aussi, là, avec Baptiste Delaporte et Abraham Papali, Mathieu Babillot. Mais bon, là, on est en train de changer de sujet. C'est du solide.
Et du coup, alors on parlait des transferts, tout ça, il y en a qui prolongent parce que les Australiens, ils commencent à bien se préparer pour leur Coupe du Monde 2027, puisque Dylan Pietsch, 28 ans, lui, super prometteur, et il a prolongé avec la fédération et il sera là pour la Coupe du Monde. Ouais. Joueur que t'apprécies. Tu prononces Pietsch. Je sais pas trop le dire, je pense que Pitch. Je sais pas. Bon, on va partir sur Pitch, ça m'arrange. Mais ouais, c'est un joueur que je trouve assez intéressant. J'avoue que pour préparer le podcast et puis parce qu'on le voit jouer depuis certaines années, et puis par exemple il était titulaire contre les Français à l'Automne Nation Series, si je ne m'abuse. J'ai un petit doute d'un coup, mais je crois. C'est un joueur un peu étonnant qui paie pas trop de mine, qui est pas très flashy et en fait finalement qui sait tout faire, qui est bon défenseur, bon dans les airs, toujours bien placé. Ça c'est un truc qui est assez important chez lui, qui est plutôt rapide et puissant, qui a il y a un peu le packaging complet d'un ailier moderne. Alors qu'on pourrait se dire qu'avec tout le matos qu'ils ont derrière sur le triangle arrière, les Australiens, le back three, c'est intéressant de verrouiller ce mec-là, alors que par ailleurs, ils viennent aussi les Australiens de confirmer le retour de Mark Nawaqanitawase. Oh bien. Donc je l'ai bossé. En fait, finalement, c'est assez simple à écrire. Ok, ouais. Mais le fait est que c'est un bon petit choix. Et puis comme ils ont sur l'autre aile, ou voire même en arrière, Max Jorgensen, qui est je trouve le Louis Bielbiarré australien. Il n'y a que 21 ans, peut-être 22 ans maintenant, Jorgensen, mais nous on a Louis Bielbiarré, les Australiens c'est Jorgensen, et Pitch, il a 28 ans, Dylan Pitch, et c'est un peu ce côté, on sait qu'il va pas se trouver ce mec-là. Il avait marqué contre les Lions. Il va avoir de l'expérience en plus. Ouais, en plus, il jouait chez la Western Force. Il avait marqué contre les Lions cet été. C'est un mec qui déçoit jamais. Les Australiens là qui viennent d'annoncer 71 millions de bénéfices pour l'année 2025 semblent sortir un peu du marin. Enfin, on verra. En tout cas. On verra. Il reste quand même sur une série de défaites. Cataclysmique mais c'est dur, cette équipe je trouve c'est une des plus excitantes. À chaque fois ils te sortent un peu des talents, t'as envie de voir. Bon généralement c'est un peu pétard mouillé, mais bon c'est le problème c'est que je pense que la charnière est quand même pas terrible, hein. McDermott, Carter Gordon. Si Carter Gordon pareil est le titulaire. Et lui pareil, il devait partir au 13 à Gold Coast, si ça arrive à le verrouiller, ils lui font une prolongation de dingue et tout. Ouais, finalement il revient au 15. Noah Olesio est au Japon, donc il est pas sélectionnable pour l'instant. Alors que lui, il semblait quand même commencer à s'imposer. Et puis c'est vrai que c'est une équipe qui est étrange parce que sur le papier, ils sont capables d'aller battre, c'était l'été dernier, donc il y a quasi un an. Ils mettent 22-38 chez les Sudaf dans un match avec. Enfin, ils ont un matos incroyable sur la ligne de 3/4 par exemple, les Australiens. Donc, c'est bien d'avoir verrouillé Dylan Pitch pour 2027. Et puis là, Josh Smith va laisser la place à Les Kiss, l'entraîneur des Queensland Reds, qui est quand même une franchise qui est assez solide. Les Reds, je trouve que pour le coup, s'il y a une franchise australienne qui fait le boulot depuis 3-4 ans, c'est eux. Et puis qui est assez solide cette saison. On parlait de deux en... Bon là ils ont perdu ce matin contre les Chiefs aussi, voilà. Et ils ont des joueurs comme Harry Wilson, McWright, Fraser McWright. On en parlait tout à l'heure, c'est costaud. Hein. C'est plutôt pas mal. Et Carter Gordon par exemple joue dans cette franchise. Et c'est rugby australien et on verra ce que ça donne. Peut-être qu'en 2027 ça peut donner des belles choses quand même à domicile aussi. Voilà. Après un match d'ouverture contre Hong Kong et pas contre la Nouvelle-Zélande. Ils se lanceront avec un 150-0, quoi. Ce sera très bien pour eux. Ils auront la confiance au moins. Et alors, la dernière petite actu, bon, on sait pas trop quoi en penser, mais moi, dans le fond, je suis content pour lui. C'est Virimi Vakatawa qui, alors, on sait pas s'il va jouer, mais il intègre le groupe élargi des îles Fidji. On rappelle, Vakatawa, c'est 32 sélections avec le 15 de France, la Coupe du Monde 2019. Un monstre et qui doit arrêter du coup on pense qu'il doit arrêter sa carrière, mais en fait c'est juste qu'il peut plus jouer en top 14 ni dans le 15 de France. Problème cardiaque, malformation cardiaque ou problème cardiaque, je sais plus exactement, mais pépin de santé. Et derrière il part à Bristol, c'est ça? Oui, ça. Et il est autorisé à jouer en Angleterre. Voilà, c'est ça. De bonne saison là avec Charlie Pito là à l'époque, c'était costaud de chez costaud. Et là, voilà, il joue avec, du coup, en Super Rugby avec les droits, la franchise fidjienne. Qu'est-ce que t'en penses, toi? C'est pas mal parce qu'il est titulaire. Je me souviens que sur la première journée de Rugby Fantasy, pour le jeu virtuel où on sélectionne ses joueurs et selon ce qu'ils nous font dans la vraie vie, ça nous fait des points.
Il avait été sélectionné par 3%, moins de 3% des joueurs. Et en fait, il avait fait un super match et pas décisif. Et là, il vient de mettre ses premiers essais. Un doublé la semaine dernière. Ces deux finisseurs, c'est plus le Vakatawa qui traverse le terrain non plus. Il a 34 ou 35 ans. Mais c'est justement un joueur avec de l'expérience. Et c'est un groupe élargi de 50 joueurs, si je ne m'abuse. Ouais. Il y a quand même Joshua Tuisova en 12. Radradrin qui commence aussi un peu à vieillir en 13. Ils ont pas mal de matos, Fidji. OSCA, il est encore dedans alors, il commence à vieillir, je sais pareil, plus. hein. Je crois qu'il est pas dans les 50. Une génération qui vieillit un peu, quoi. Mais c'est intéressant, je pense au numéro 13, il y a Massy qui est à Lyon, qui était exceptionnel avec les Fidjiens droits l'an passé. Ouais. Mais avec ce côté papa de la ligne de 3/4, peut-être qu'il peut, et puis sans compter, je sais même pas pourquoi tu l'as pas cité, Botito. Bon, j'ai pas osé. Centre de ligne d'ouverture qui parfois fait... le numéro 10 des Fidjiens. Sur certains matchs. Après, ils ont aussi du matos avec Caleb Moons ou... Isaiah Armstrong Ravula qui est un super buteur, c'est ce qui leur a manqué des années. Pour le coup, ouais. Mais Vakatawa dans ce cadre-là, et puis s'il joue pas, il sera peut-être dans un squad ou remplaçant. Il est aussi là pour l'expérience. Et en tout cas, ça récompense un bon début. On est un peu plus qu'au début de saison de Super Rugby, mais ça récompense quand même des performances plutôt solides, ouais. Et c'est chouette pour lui, quoi. Il y a aussi un retour aux origines. C'est sympa. Bon. Après, ça pose toujours la question de 32 sélections, c'est pas mal. Tu vas jouer sûrement avec une autre nation, sûrement faire une autre Coupe du Monde. En fait, c'est assez impressionnant, quoi. C'est comme si j'entendais, là, je pense que c'était sur RMC, il disait mais à fou, ça se trouve, là, il fait la Coupe du Monde avec nous. Il est pas sélectionné 3 ans. Il retourne avec les Australiens, ça fait bizarre. En plus, là, c'est des nations qui peuvent gagner. Et les Fidjiens, tu t'en feras pas un favori au titre en 2027. Mais regarde, ils font un quart de finale et ils sont pas loin de la demi contre les Anglais, en 2023. Pour un spécialiste de rugby comme Jim Hamilton, qui en parlait dans The Rugby Pod, l'ancien deuxième ligne écossais, il disait que pour lui, sur le papier, c'est une équipe qui doit faire demi-finaliste mondial chaque mondial. Et c'est vrai que sur le papier, quand on regarde, c'est plutôt flippant. Bête de joueurs, franchement. Et puis donc tu en as parlé, c'est plutôt flippant, mais tu regardes 2023, ils sont incroyables et ils perdent contre le Portugal. Je vais pas dire, moi j'étais dans le stade, j'étais comme un fou. Mais voilà. Bon, il est tombé le maillot du Portugal, mais ça reste dans le cœur. Non, c'est. Mais voilà, c'est en demi-teinte ou alors incroyable. C'est un peu l'histoire de cette nation, mais par contre les joueurs qui nous ont offert. Et d'ailleurs, rappelons un règle, parce que tu as parlé des 3 ans, il est autorisé à jouer parce que ça fait 3 ans qu'il joue plus avec la France. Je crois que c'est 170 semaines, un truc comme ça, avec 3 ans. Et il faut avoir un parent ou un grand-parent né dans le pays pour lequel on veut évoluer. Du coup, c'est pas plus emmerdant ça. C'est ça. Il est de là-bas. Il est né en Nouvelle-Zélande, j'ai regardé, mais en fait, il a ses parents qui sont fidjiens. Et il a après, tu as déjà des gros joueurs qui ont fait la passerelle. Fekitoa, je pense qu'il a joué avec les Tongiens. Ouais, c'est ça, au dernier mondial. Charlie Pito aussi, il était avec les Tongiens. Charlie Pito, c'est ça. Et Charlie Fomina. Bien évidemment, avec les Samoa sur le dernier mondial, la dernière Coupe. Après, tu vois, là, par contre, c'est vrai que pour ces nations-là, en fait, c'est top parce que tu vas pas dire qu'ils perdent des joueurs parce que c'est des joueurs qui bénéficient aussi de la formation néo-zélandaise. C'est ça. Mais tu t'imagines si genre tous les mecs avec, ça ne peut rien dire, mais le sang samoan ou tongien jouent tous pour ces pays-là. John Alomu, il y est pas. C'est ça. T'as plein de joueurs comme ça. Les frères Savea, je pense qu'ils sont samoans. C'est samoan d'origine, absolument. Non, mais c'est un peu l'histoire du Super Rugby et l'histoire des Moana Pacifica qui disparaissent. Mais tu vois, moi, ça me fait croire en plein de trucs. C'est pourquoi Manu Tulagi, qui est en forme avec Bayonne, il ferait pas la Coupe du Monde avec les Samoans Alors lui, je crois qu'il veut la faire. Je crois qu'il veut la faire et je crois qu'il peut la faire. J'ai pu regarder les questions des 3 ans. Je sais pas quand est-ce qu'il. Après, ça fait 2 saisons là qu'il est à Bayonne. Est-ce qu'il fait un tournoi Bah non, mais il fait la Coupe du Monde 2023. Est-ce que c'est ses dernières sélections? Est-ce qu'il fait le tournoi après? Je sais pas. Faudra regarder. Faudrait regarder. Mais ça, par exemple. Mais moi, je suis là des fois, je vais me dire non, mais c'est pas possible. Mais en fait, revoir Tulagi, par exemple, même Vakatawa en match de Coupe du Monde, c'est énorme. Mais c'est aussi parce que c'est des joueurs quand on était gosse. Mais c'est aussi des nations qui donnent et qui méritent de récupérer des gars comme ça. D'en avoir. Tulagi veut jouer avec les Samoa et un autre Tulagi, Posolo, si c'est bouché, il a pas beaucoup de sélections. Bon bah voilà, ça serait
Après, bon, Posso Tuilagi, c'est sûr qu'en deuxième ligne, oui, on verra. On verra. Ouais. Ou en pilier droit. Il nous manque un pilier droit. Ouais. Ce serait bien, Posso Tuilagi. Pas demain la veille. Il faut le former, mais c'est possible. Ah ouais, ça va prendre du temps. Ça sera pour 2031 aux États-Unis. Pilier droit, ça prend pas comme ça, c'est un métier. Sûr. Hein. Ok, bon, bah pour les actions, on va rester là-dessus. Et c'est le moment, évidemment. La pépite du week-end, de la semaine. Elle est toute fraîche. Dis-nous tout. Ouais, bah, Leicester Fenganuku, comment on peut en parler, puisqu'on parle de rugby de l'hémisphère sud, super rugby, et puis d'autres choses. Et comment on peut en parler, l'ancien Toulonnais qui jouait au centre à Toulon, qui est de base un ailier avec les Crusaders, ailier avec les All Blacks, et qui est aussi rentré notamment contre l'Irlande en centre, et qui là joue depuis 3 rencontres, 2 titulaires et 1 en tant que remplaçant. Il joue numéro 7 avec un casque. Voilà, qui lui cache son superbe mulet, c'est dommage. Il a une espèce de choucroute, voilà, c'est pas. Ouais, c'est vrai on a encore du boulot nous. Mais, oui, bon, ça viendra. Mais voilà, ce matin, 2 passes décisives. C'est lui qui met la passe décisive à l'intérieur pour George Bauer. Peut-être que les gens iront voir la vidéo de ce pilier. La deuxième qui est incroyable aussi. Hein. Et ouais, des petites passes au pied. Il met 2 passes au pied, une décisive et une quasi décisive. Et puis 16 plaquages en tant que numéro 7 ce matin. Je crois qu'il doit faire il doit faire 25 mètres ou 30 mètres balle en main. Il avait mis un essai en tant que numéro 7 la semaine dernière en tant que titulaire. Il avait déjà marqué en tant que remplaçant 3e ligne la semaine d'avant un essai. Non, mais c'est ça, c'est un joueur exceptionnel et qui, un peu à l'instar d'un Manonou, c'est aussi finalement jouer au pied, passer, alors que de base on le voyait plus comme un destructeur. Et qui dans peut-être pas un second temps de carrière, mais oui, qui là, Fenganuku il a 26 ans et il est exceptionnel. Pour moi, ça doit être le titulaire en 13 chez All Blacks avec un Jordi Barrett. Bon, il y a Quinn Tupaera qui est exceptionnel cette saison, mais ahurissant, donc il y a du monde pour ces 12-13. Est-ce qu'il va réussir aussi à bouger Reiko Ioane qui a pas mal joué en 13 ces dernières années, mais c'est pareil, Reiko Ioane, comme pour le poste de 6 dont on parlait, il se cherche en 13 depuis quelques saisons. Moi, je me disais que Fenganuku avait une belle tête de numéro 13 en puissance avec Tupaea ou Barrett, Jordi. Et est-ce qu'il jouera 7 avec Hardy Savea 8 et City 6? Bon, ça, c'est encore plein d'autres choses. Ah, mais là, la 3e ligne de déménageur. Ouais, c'est clair. Mais moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup, Fenganuku, qui était aussi assez intégré à Toulon, qui est quelqu'un de très calme. Top du top à Toulon. Enfin, franchement, c'était pas le Toulon des grandes années, évidemment, qui allait gagner la Coupe d'Europe et tout, mais c'était un gars qui fait super important dans l'effectif. Et qui fait demi-finale avec Toulon l'an passé, si je ne m'abuse, il vient de revenir là, oui, c'est ça. C'est ma petite pépite de week-end. Alors, il reste encore quelques matchs, mais c'est la pépite du week-end et du week-end dernier à la limite. Leicester Fenganuku. Mais c'est toujours intéressant, moi je trouve, parce que le rugby c'est quand même un sport vachement figé sur les positions et tout, mais quand des mecs passent d'un poste à l'autre, même Tuisova a fait quelques matchs en 8 à Lyon. Botia qui rejoue sur le 3e ligne. Et lui, le dernier exemple, André Esterhuizen avec les Sudaf. Ouais. Et toute proportion gardée, c'est ce que Galtier fait avec quelques joueurs, mais au sein de Macalou sur l'aile, et puis même Jégou au centre. Après, est-ce que et ça Olivon, 4. Voilà, tous ces 2e ligne, 3e ligne hybrides. L'avenir du rugby aussi peut-être là pour certaines nations. Même si je pense que le meilleur exemple reste notre ami italien Bergamasco, qui avait joué titulaire numéro 9 un match de 6 nations. Mais on lui avait proposé, il avait dit pourquoi pas. La vidéo est horrible. Ouais, ça fait mal au cœur. Faut arriver à travailler les passes de. C'était Mauro, c'était l'ailier ou le centre du Stade Français. Enfin, les deux jouent au Stade Français Paris. Mais c'est sûr que. C'est les heures sombres de notre sport. Bon, après l'expérience n'a duré qu'un match, me semble-t-il. Mais match, je pense qu'elle a peut-être même duré une mi-temps. Hein. Ouais, peut-être, c'était en Angleterre. C'était en Angleterre en plus. Raté. Ouais, c'est dommage, il y avait de l'idée. Écoute, ça va être l'heure du quiz. On arrive déjà à la fin du podcast. Oui. T'es prêt? On va essayer. Je bois un petit peu d'eau juste avant. En vrai, pour une première, ça va être très simple. On va parler 5 Français de l'hémisphère sud. Ok. Qui ont joué dans l'hémisphère sud. Pas forcément Super Rugby. D'accord. Il y en a qui ont fait des feuilles de match en Super Rugby. Je te donne la liste des clubs, éventuellement le poste, le nombre de sélections. Il faut trouver le nom donc. Je pense qu'on va du plus facile au plus compliqué. D'accord. Bon, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas. Il n'y a pas de buzzer. On est qu'à 2, donc j'ai pas de buzzer de. Alors, le premier.
Premier club, Stade Toulousain, formé à Toulouse. Ok, bon, je l'ai déjà peut-être. Non, ensuite, c'est l'Espérance dans le Sud. Et après, Toulon, Lyon. Ok, bon, Frédéric Michalak. Exactement. Les Natal Sharks. Chez les Natal Sharks. 77 sélections, une Currie Cup, quelques matchs en Super Rugby, la teinture blonde. Ouais. Les gros pecs aussi. Ouais, et un peu d'expérience de coach aussi là-bas, monsieur Gauthier, je crois qu'il est revenu avant de revenir en France. D'ailleurs, maintenant qu'il est en Australie et qui coach le 13 au Cronulla Sharks, si je dis pas de bêtises. C'est intéressant, et puis... Et surtout un duo avec Rory Cocotte exceptionnel. Cocotte en 9 et Michel Acandis. Ça, faut l'avoir en tête, Rory Cocotte. Exactement, ouais. C'est une sacrée époque. Je sais pas si t'as déjà vu les photos, mais il a déjà le regard de fou l'avant. Ouais. J'ai aussi le maillot noir et voilà, un peu un polo à l'ancienne sur l'épaule de Fred Michalak, qui est joueur. Exceptionnel, c'était bien. Il y a un super intérieur sport aussi. C'est bon souvenir ça. Ouais. Ensuite, alors. Donc ça se corse. Là, formé à Toulouse et unique club en France. Ok. 47 sélections. Il part aussi en Afrique du Sud. C'est la même génération que Michalak. Je crois que je l'ai aussi. Arrière. Il y a mon prénom. Ouais. Bon, ouais, Clément Poitrenaud. Alors lui, au Sharks aussi, ouais. Si je dis pas de bêtises, il a pas joué de match de Super Rugby. Par contre, il fait une Currie Cup. Et lui, ça restera marqué aussi par un autre reportage sur l'enfer de la préparation physique chez les Sudaf. Ouais. Bah, c'est sûr que c'est dur de... Bon, je vais me permettre de se faire des picousses dans le bras alors qu'il fait 30 degrés. C'est dur en prépa. Quand on n'est pas habitué à avoir un peu de doping. Non, bon, je rigole. Non, mais ouais, c'est les préparations de l'enfer. Enfin, après, de toute façon, ça se voit dans leur jeu. Les mecs sont ultra physiques. C'est très axé physique. Muscu, cardio. Tu vois pas beaucoup le ballon les premières semaines. Bon, là, on rentre sur les 3 derniers. Ok. Un peu plus compliqué. Pareil, je te fais la liste des clubs. Toulon, Stade Toulousain, l'expérience dans l'hémisphère sud. Okay, Saracens, Agen, Gloucester, 73 sélections. A couru le Paris-Dakar en moto. Philippe Sega, non, j'allais dire. Attends, parce que j'ai bugué. Il y avait trop de clubs à la limite. Il commence à Toulon, Stade Toulousain. C'est là où il a fait ses plus grandes heures. Son expérience dans l'hémisphère sud. Ensuite, Saracens, Agen. Son dernier club, c'est Gloucester. 72 sélections. Olivier Azam ? Non. Christian Califano ? Califano. Je pensais à Gloucester avec pour Olivier Azam, qui est un grand joueur de l'histoire de Gloucester, mais non, il n'est pas formé à tout en plus, Azam. Oui, Califano, Agen, Toulouse, exceptionnel. Meilleur pilier peut-être qu'il y a eu dans l'Hexagone. Ouais, pilier gauche moderne, qui lui aussi tapait au pied une fois de temps en temps. Il y a des très belles photos de Califano qui tape au pied. Non, exceptionnel comme joueur, puis leader du Stade Toulousain dans les belles années. Et puis être humain très très sympa par ailleurs. Il paraît, ouais. Ensuite, ça se corse toujours. J'ai joué à Dax, expérience dans le Sud. Retour à Dax, Stade français, Biarritz Olympique, 61 sélections. Manager d'un hôtel dans le Pays Basque maintenant. Fils qui joue. Ok, un fils qui joue, parce que là, avec Dax, j'avais un Lièvremont en tête, avec le Stade français, tout ça. Mais, donc Dax et... Qu'est-ce qu'il y a entre... Donc il y a Dax... Alors, entre Dax et Dax, il y a son expérience dans le Sud. D'accord, ok. Ensuite, il part au Stade français. Je crois qu'il est champion du monde 98. J'ai oublié de noter les dates. 99 98 avec Moscato, je pense. Champion du monde, pardon. Champion de France. D'accord, champion de France avec... C'est un Français, hein. Et après, Biarritz Olympique et il finit à Biarritz. Deuxième ligne. Ok. D'accord. Alors, son fils joue au Stade Toulousain. C'est Roumat, forcément. Exactement. Oui, j'ai vu passer, et je sais plus où il a joué. Pareil, au Natal Sharks. C'est ça, d'accord. J'ai vu passer la photo il y a quelques semaines. Ok, Roumat, forcément. La Roum. Ouais. Bon, et là, le plus compliqué à mon sens. Joueur plus moderne. Hein. Stade Toulousain. C'est à Brive. Retour au Stade Toulousain. Expérience dans l'hémisphère sud. Racing 92, Loup. 0 sélection en équipe de France. Ok, donc Stade Toulousain, Brive, Stade Toulousain. Ouais. Il part dans le sud, c'est ça ? Ouais. Et Racing 92, Loup. Il part dans une franchise qui a apparu et disparu assez vite. D'accord. Donc peut-être les Tigresses argentins, non ? Non, c'est pas latin. Alors, talonneur. Aujourd'hui, il est dans le staff d'une grosse équipe de top 14.
Ok, alors j'allais dire Virgil Lacombe peut-être. Exactement, Ok, ouais. t'es monstrueux. Ouais, c'est le côté staff et la fin de carrière au loup. Ouais, ok. Parce que C'est que ça. Et alors lui, il était aux l'honneur. Kings. Ok, ouais. Kings, ils ont même pas fait 2 saisons. D'accord. C'était une époque un peu bizarre avec. Bon, même à un moment, ils étaient à cheval sur l'URC et le Super Rugby. Oui, genre. ouais, c'était très Et Cheetahs étrange. jouant en Celtic League avec les Kings et machin. C'était assez impressionnant. Les Cheetahs, t'as sorti un Cheetahs, truc qui pop-up. Ouais. Bon, Cheetahs un peu plus historique, mais avec des maillots très spécifiques quand même. C'est ça, blanc, ouais. les verts, bleu azur, Orange et tout. Après, il y avait même orange les aussi. Cats, les Blue Bulls, les. Bon, nous manquent les Sudaf. Avec des joueurs quand même mythiques comme Osdurant, mais bon, ça c'est encore autre chose. La deuxième ligne, Bota, Matfield. Mais ouais, Blue Bulls aussi ça. Mais ouais, ok, donc Virgil Lacombe. Exact. Bah, comme quoi, qui fait partie de ces mecs-là. Bon, évidemment, il y en a d'autres. Là, on en a retenu 5. Donc voilà, c'est déjà la fin. Écoute, le mot de la fin. Merci beaucoup d'être là. Puis on se dit à la semaine prochaine. Bah, Simon, c'est un plaisir ce premier Dropcast. Allez, salut. À la semaine prochaine pour le prochain Dropcast.